général Paul Onsarès qui va parler à Bogdanár. Lui, c'est chez lui à Bogdanár qui a un tartampion que ce type veut faire un reportage sur lui. Est-ce que Bogdanár est au courant que Bogdanár appelle si possible Paul Onsarès? Gilbert Bourgeot, Henri Thomas, Saïd Mustapha Madjou, Mogonga. Une seule et même personne se cache derrière ces noms, Robert Denard, dit Bob. Il est le plus connu des mercenaires français. Il a traversé les époques, les continents et les conflits. En Afrique, Bob Denard fut l'un des acteurs les plus bouillants de la guerre froide. Les batailles, c'était avec et sans bavure. 40 ans de combat pour de bonnes et de mauvaises causes. Il a fait le coup de feu, il a tué, directement ou par personne interposée. Du sang sur les mains, Robert Denard en a forcément. La guerre, c'est la guerre. Si tu tues pas, t'es mort. Parce que celui d'en face, il te tire dessus aussi. J'en ai laissé quelques-uns derrière moi, alors donc... ça, il faut pas toucher, c'est pas la peine. Il faut pas me piquer avec ça, c'est trop sérieux, je dirais. On ne peut pas revenir sur le destin. Nous ne sommes pas des bêtes de guerre, nous sommes des hommes conscients, capables de défendre des idées et d'aller et de mettre notre peau au bout de ces idées. Défendre des idées, d'accord, mais lesquelles? Du Maroc au Kurdistan, en passant par l'Afrique noire et les Comores, Bob Denard a servi bien des drapeaux et a défendu bien des causes. Quel point commun entre ces combats, si ce n'est une quête romantique de l'aventure et la fascination de la violence et un goût certain du pouvoir? Robert Denard se définit comme un corsaire de la République. Une République qui, elle, ne l'a jamais reconnue officiellement. Une chose est sûre, Denard est un soldat, mais un soldat de fortune au service des plus offrants. Robert Denard aura été tout au long de sa vie un volontaire spécial, choisissant lui-même ses missions. Seigneur de la guerre, meneur d'hommes, dans une armée traditionnelle, il aurait certainement gravi les échelons. Mais le colonel Denard était un mercenaire, un soldat servant pour de l'argent, un gouvernement étranger. On peut toujours dire que c'est un assassin, on peut toujours dire que c'est un comploteur. Il a agi avec un grand cœur. Et ça, c'est l'une des plus grandes qualités de Robert Denard, de Bob Denard. Il a tué l'espoir des générations des Comoriens. C'est un homme, monsieur Denard, le jour où il me dira « j'ai besoin de toi », je ne lui dirai jamais combien, où, pourquoi et comment j'irai. C'est l'instrument d'une prédation. C'est le type d'exécutant qu'on envoie pour maintenir la prédation. Un prédateur, Robert Denard? Sûrement. Mais dont la vie est digne d'un roman d'aventure. Un roman qui commence dans le sud-ouest, il y a 76 ans. Ah, c'est ma mère, et en dessous, c'est mon père. Oui. C'est moi à côté, et puis en bas. C'était une femme qui avait quelque chose de doux et mon père c'était un sauvage, quoi. Il avait fait la guerre de 39-45 et 14-18, je sais pas. Robert Denard est né le 7 avril 1929 à Graillan-l'Hôpital, près de Bordeaux. Petit, sa mère Marguerite lui racontait la Chine. Elle et Léonce, le père de Bob, y avaient vécu quelques années plus tôt. Léonce, un soldat qui avait passé plus de 20 ans dans l'armée coloniale. Nous sommes en juin 40 et le petit Robert joue à la guerre. Déjà,
les premiers traits de son caractère se dessinent. Mon père, je le respectais, et ma mère, il ne fallait pas toucher, quoi. Un jour, je sais qu'il avait agressé ma mère. Et à ce moment-là, moi j'ai vu rouge. Je devais avoir 12 ans à cette époque-là, 12-13 ans à peine, quoi. Et je savais ce que c'était qu'un fusil, je l'ai embraché. J'ai tiré un coup en l'air, j'ai remis une cartouche, et j'ai dit, si tu touches une fois à ma mère, je te tue. Et mon père s'est mis à genoux et il m'a demandé pardon. Pourtant, malgré ces rapports difficiles, Robert Denard veut suivre les traces de son père et s'engager. En octobre 1945, ils se rendent tous deux à Toulon, où le jeune Robert intègre l'école des Mousses. 3 ans plus tard, il embarque direction l'Indochine, où il combattra comme fusilier marin le Viet Minh d'Ho Chi Minh. Et là, même s'il fait l'Indochine, il n'est pas dans les troupes aéroportées, il n'est pas dans les unités qui ont participé à des combats très durs. C'est un soldat, un quartier-maître de seconde classe, qui est plutôt mal noté, qui réussit à se faire mal voir, à se faire mal noter. Bon, finalement, et au bout de ces années d'engagement, ni lui ni la marine n'ont envie de reconduire l'expérience et il s'en va. Il a quitté l'armée à un moment donné où je voulais avoir ma liberté, quoi. Mais tout en restant dans le système, quoi. Sur le bateau qui le ramène à la vie civile, Robert Denard n'a plus d'avenir. En feuilletant le journal L'Aurore, il découvre la photo de Tony de Saint-Paul, mercenaire français au Katanga, cette région sécessionniste du sud du Congo. Les récits de cet aventurier combattant le fascinent. Il ira, lui aussi, combattre en Afrique. Mais à Nice, au bureau de recrutement des volontaires pour le Katanga, on le refoule lorsqu'il présente ses états de service. Son rêve s'écroule. L'Asie ne lui sourit pas, l'Afrique se dérobe à lui. Qu'à cela ne tienne, il rejoindra les combattants katangais par ses propres moyens. Et son histoire débute sur un coup de dé, sur un coup de hasard. Un recruteur belge qui confond son grade de quartier-maître de seconde classe avec celui de sous-lieutenant. Il est recruté, il devient lieutenant, sans autre légitimité que d'être un blanc parmi des Noirs, finalement. Alors, je voudrais vous parler de cette période katangaise qui a été riche, qui a été le début de la formation, parce que je suis arrivé en bas de l'échelle et j'en suis ressorti en haut. C'était là le grand démarrage. Lui, il était vraiment passionné. Moi, je suis rentré là-dedans simplement pour me sortir de la merde, hein. J'étais carrément rendu à zéro. Arrivé là-bas, dans un pays que je ne connaissais pas, sans rien du tout, sans argent, sans rien du tout. Et il a fallu que je m'emploie à être mercenaire. Nous sommes en 1961 et Bob Denard est en Afrique. Il défend sur le terrain les intérêts de Moïse Tshombe, jeune homme d'affaires surnommé Tiroir-Caisse, qui s'est autoproclamé chef de l'État sécessionniste katangais. Dès leur première rencontre, après quelques mois de campagne, Tshombe est fasciné par Denard. Il lui confie le commandement d'un groupe mobile. À 32 ans, Bob Denard a désormais toutes les cartes en main pour se forger un destin. Des hommes, un passeport diplomatique, un chef d'État qui lui fait confiance et un soutien discret des services français. En gros, le Katanga, c'est la région la plus riche du Congo belge à l'époque. C'est une région qui est placée sous le contrôle de plusieurs compagnies minières, en particulier l'UMHK, l'Union minière du Haut-Katanga, qui sont, à l'époque coloniale belge, des États dans l'État, hein, qui sont des puissances politiques, économiques, diplomatiques extrêmement importantes. C'est un pays immense où rien n'est organisé. Il y a quelques troupes disponibles, vaguement encadrées par des mercenaires européens et puis quelques anciens officiers belges. Mais bon, on voit bien que ça va très mal. Le désordre au Katanga pouvait s'étendre à d'autres pays d'Afrique. Et il fallait remettre de l'ordre au Katanga. Voilà. Et le général de Gaulle estimait qu'il fallait éviter qu'il y ait du désordre en Afrique. Voilà. C'est que le jeune Tshombe et ses chiens de guerre entendent barrer la route du Sud aux forces de Patrice Lumumba, le charismatique président de la jeune République du Congo. Un président en qui les puissances occidentales voient un communiste, une créature de Moscou.
Sur le terrain, Bob Denard commande une vingtaine de mercenaires européens et quelques 150 Katangais, soit le tiers des forces de Tshombe. Par son sens méticuleux de la discipline, il s'impose comme un véritable chef. Son objectif, le contrôle de la production minière katangaise. Les combats sont durs, les contre-offensives succèdent aux offensives, les victimes civiles sont nombreuses. Assez pour que l'ONU interpose ses casques bleus entre les belligérants. Ça vous est arrivé des fois de masquer votre peur? Si tu masques ta peur, tu fais plus rien. Si tu masques ta peur, c'est tes jambes qui coupent. J'en ai vu des gens comme ça, à qui j'ai dû donner des coups de pied dans le cul parce qu'ils avaient peur. Et alors j'appelais un type à moi, et puis on le sortait, puis on lui foutait un grand coup de pied dans le cul, puis il courait. Puis on tirait un coup à l'air et c'était terminé. Hein, les mecs, après, il avait des couilles, quoi. Hein. Puis après, en définitive, quand il y a des trucs comme ça, il ne faut pas être derrière, sinon t'es le guignol. Il faut être devant. Face au casque bleu, une seule solution pour les hommes de Denard, le repli et les actions de guérilla. Comme ce jour où Denard donne l'ordre à Guy Maury de faire sauter la voie ferrée qui relie les mines du Haut-Katanga au reste du pays. Il demande même à l'Union minière de lui envoyer un peu de dynamite. Ils m'ont envoyé un wagon avec 10 tonnes de dynamite. J'ai fait passer le wagon devant et le train poussait. Il y avait une petite côte et puis après une légère déclivité. Alors, si on arrive à la déclivité, le wagon filait le camp tout seul sur le pont. Le premier coup, ça n'a pas marché. Le wagon est revenu sur la gueule du chauffeur de la loco. Putain, le pauvre type, il était affolé. Hein. Mais j'étais à côté, j'étais obligé de lui taper dessus. Il voulait foutre le camp. Enfin, on a réussi à tenir le coup. Et je l'ai fait repousser. Un bon élan, là, c'est passé. Le wagon a foutu le camp sur le pont. Après, on a essayé de le faire sauter avec les bazookas. Mais les fusils nous sautaient presque dans la gueule, alors on n'a pas hésité. Et c'est là que Denard m'a accompagné pour me couvrir avec un fusil mitrailleur. Alors je suis arrivé au wagon, je suis rentré, j'ai foutu mes détonateurs, j'ai allumé, j'ai battu une retraite clopinante pour rejoindre Denard. Et après on s'est barrés tous les deux. Mais on n'a pas été loin. La détonation nous a gagné de vitesse. Il nous est tombé des morceaux le pont était complètement éclaté. Ça tombait de tous les côtés, putain. On ne savait plus où se mettre. On a regagné notre locomotive. Et là, ça a été tranquille, là. Malgré les coups de main de ses mercenaires, Tshombe est contraint de capituler en 1962. Bob Denard et ses Katangais fuient vers l'Angola avec armes et bagages. Immédiatement désarmés, ils sont expulsés vers la France. Pour ces soldats de fortune qui se veulent les défenseurs de l'Occident face à l'ogre rouge, la désillusion est amère. De retour en France, ce sont les gendarmes qui les accueillent pour les interroger. Certains ont été embêtés à leur retour en France. Ils ont été embêtés, mais le ministre de l'époque, M. Mesmer, est intervenu et ça s'est arrêté pile. On les a plus emmerdés. Ils étaient totalement couverts, même si ça se passait mal? On ne prévoit pas que ça se passe mal. Les services français savaient très bien ce que Bob était en train de préparer ou ce qu'il faisait. Et puis une bonne partie de ces opérations a été quand même, je dirais, aidée, subventionnée même par les services français, surtout à l'époque avec les réseaux Focard. Jacques Focard, animateur et tête pensante des réseaux France-Afrique. De Charles de Gaulle à François Mitterrand, cet homme de l'ombre incarnera la politique paternaliste de la France envers ses anciennes colonies africaines. Et pour maintenir sous cloche le précaré africain, Focard n'hésitera pas à s'appuyer sur des hommes comme Bob Denard. Jacques Focard est allé le chercher et puis il l'a promu d'abord au Congo-Zaïre, enfin ex-Zaïre, aujourd'hui Congo, et puis progressivement a accompagné toute sa carrière en lui donnant des missions, officiellement comme un indépendant et puis officieusement au service de la DGSE. Je ne faisais pas les choses sans leur dire ce que j'allais faire ou sans leur dire, moi,
Quand il y avait quelque chose que je devais faire, j'allais les voir. C'était pas la peine d'essayer qu'il y ait des écoutes ou un truc comme ça. Il a toujours estimé qu'il agissait dans le cadre des intérêts français. Qu'il avait une lettre de marque, comme un corsaire. Alors même si les corsaires avaient une vraie lettre de marque signée, rédigée, avaient un vrai document, lui passait des contrats, je dirais, verbaux. En tout cas, il ne devait jamais aller à l'encontre des intérêts nationaux. Donc, d'où cette fameuse notion de feu vert, feu orange. Mais jamais, et je crois qu'il est sincère lorsqu'il le dit, jamais il est intervenu en ayant le feu rouge. Ici, je suis tranquille, personne ne m'emmerde, quoi. Non, c'est moi qui ai tout arrangé ça, tantôt avec ma femme, tantôt tout seul, et puis on a collé ça partout, quoi. Puis ça permet d'avoir tout, partout où on est passé, pratiquement, quoi. Ça, c'est des gadgets, hein. C'est des armes, ouais, ça fait pas mal, ça, un coup dans le cul, ça fait pas mal, quoi. Ouais, ouais, c'est des billes. Ouais, ça marche. Ça marche, mais il n'est pas rempli, là. Il y en a un peu dedans, mais il n'est pas rempli. Ça, quand je m'emmerde, je tire dehors, quoi, derrière la maison. Mais quand vous signez des contrats, c'était avec qui? C'est rien du tout. Oui, mais quand vous dites signer un contrat? Oh, c'est un contrat moral. Contrat moral. C'est tout. J'ai mis une signature quelque part. Tu vis avec moi au Yémen, oui d'accord, je vis avec toi au Yémen. Tu touches 100 par mois, bon, $1000, ça va. Au revoir. 1963. Les anciens du Katanga s'ennuient ferme à Paris. Ils rêvent d'actions d'éclat et d'horizons lointains. Certains pensent au Laos, d'autres se voient déjà à Haïti. Ce sera le Yémen. Le royaume yéménite est depuis peu le théâtre d'une guerre civile opposant loyalistes et communistes. Lorsque l'Égyptien Nasser dépêche un corps expéditionnaire de 40 000 hommes pour soutenir la rébellion, le Quai d'Orsay organise discrètement le recrutement de volontaires capables d'encadrer les troupes yéménites fraîchement armées par l'Arabie saoudite. Bob Denard, le chef de meute, réunit 17 chiens de guerre qui embarquent à l'aéroport de Nice. Officiellement, cette joyeuse troupe part pour un safari dans le désert. Les autorités laissent s'envoler ces fiers chasseurs en détournant pudiquement les yeux. Alors on y a été, mais avec des Lienfield et des mortiers de 81 avec 4 obus chacun, on ne pouvait pas faire grand-chose. Hein. On était mal armés, mais vraiment une catastrophe. C'était aussi une folie. Nous étions 17. 17 contre 40 000 Égyptiens, avec des tribus aux 3/4 sauvages. Mais nous nous sommes fait apprécier, nous nous sommes fait aimer. La preuve, puisque l'opération du Yémen, même après moi, a duré 7 ans. Cette guerre aboutira à la partition du Yémen en 2 zones, le nord royaliste et le sud communiste. Bob Denard ressort militairement grandi de cette expérience. Il est désormais un véritable chef de guerre. Sur le terrain, il a tissé des liens étroits avec les Yéménites et s'est pris d'affection pour cette terre d'islam. Mais Bob Denard a déjà la tête ailleurs. Moïse Tchombe, le leader katangais, a repris les armes. Du côté du Katanga, il y a encore une série de tensions, en particulier dans le nord du Katanga. Le gros problème de l'armée congolaise à cette époque-là, c'est qu'en fait, elle a été très très sévèrement endommagée par tous ces troubles, et qu'il faut récupérer une capacité d'action assez vite. Et c'est pour ça que les mercenaires vont être réutilisés rapidement. Le SDES, le service de contre-espionnage français, était-il au courant des projets de Denard? L'a-t-il soutenu? A priori non. Mais une chose est sûre, dans la fameuse piscine, siège des services français, tout le monde sait ce que prépare l'affreux Bob.
Quant à déterminer précisément qui, dans ces eaux troubles, tire les ficelles ou porte le chapeau, c'est une autre histoire. Avant de repartir pour le Katanga, Bob Denard procède à un recrutement massif. Dans ce milieu, tout est histoire de relationnel. Les hommes chargés de la sélection passent par les petites annonces. Cherche jeune homme physiquement solide et pris d'aventure pour découvrir le monde. Denard reçoit 2000 réponses. Les entretiens d'embauche s'organisent dans des hôtels et des cafés de la capitale. Vous voulez, le travail qui est le plus difficile, c'est trouver ces hommes. Donc c'est pas comme une société, vous envoyez un CV. C'est toujours, si vous voulez, par relationnel. Donc des gens qui venaient, qui étaient intéressés. La plupart du temps, c'est quand même des jeunes qui aiment également l'aventure et qui adoptent donc l'esprit de Bob Denard. Qu'est-ce que vous recherchez comme genre de personne? C'est d'avoir des couilles. S'il n'en a pas, il vaut mieux qu'il s'en aille. Mais non, jusqu'à présent, je n'ai pas à me plaindre. Les types que j'ai eu avec moi, ils en avaient. Bob est venu me chercher. Dans votre boucherie? Dans ma boucherie. je venais d'acheter ma viande, putain. Il y avait mes quartiers de bœuf qui étaient sur la table là. J'ai juste rentré dans la glacière et j'avais un servant. Hein, et je lui ai remis les clés et j'ai foutu le camp. Il a surnommé en fait un peu donc son équipe, c'est avec un slogan, c'est Orbs Patria Nostra, c'est-à-dire le monde est notre patrie. Et pour, si vous voulez, ce slogan, c'est le fait donc d'appartenir à une supraculture, je dirais, qui est celle, la culture, si vous voulez, donc de Bob Denard, c'est que le monde est en quelque sorte leur pays, leur patrie. Lorsque Bob Denard arrive au Katanga, il est à la tête de 170 mercenaires qu'il déploie dans tout le pays. Dans la presse belge, on les surnomme les affreux. Parce qu'après quelques semaines de brousse, ces fiers guerriers avaient l'air de tueurs sans foi ni loi, parasés, balafrés, affublés de tenues disparates. Il y avait quand même quelques drôles de gabarits dans notre troupe, hein. Des types qui faisaient une démonstration de pistolets à droite, à gauche, des cheveux longs, des tenues à la con, quoi. Alors, bien sûr, ceux-là, c'était vraiment des affreux. Mais le plus affreux de tous, c'était pas Bob Denard. Ah non. Bob, il est resté toujours très correct, les militaires. On n'a jamais fait des fantaisies. Depuis son quartier général, l'impeccable Bob coordonne les opérations de ses différents groupes, mais ne parvient pas à rétablir l'ordre dans le pays. Et dans ce climat de guerre et de tentation, les affreux sont difficilement contrôlables. Moi, j'ai été accusé par l'ONU, j'ai eu ma tête mise à prix par l'ONU pour génocide, mais j'estime que c'est tout à fait normal ce que j'ai fait. J'ai liquidé un village, mais ce village, il nous emmerdait, il tuait tous les types qui passaient. Alors un jour, j'en ai eu plein le cul. J'ai pris le groupe, on s'est séparés en deux, j'ai fait fermer la forêt avec les jeeps, j'ai commencé sur la route à tout foutre en l'air. Les cases, les gens, on a tout liquidé. Mais putain, l'ONU a tressailli, là. Et il y avait combien de victimes? Hein? Il y avait combien de victimes dans ce village? Ah, j'en sais rien, on n'a pas réussi à les compter. Mais je vous garantis qu'il y a au moins 80% de la population du village, il est resté. Hein, parce que quand ils fuyaient par la forêt, j'avais mes gus dans la forêt, moi, là-bas, qui les attendaient. Alors, il y a eu un beau massacre. Denard était dans le coup ou non, il n'était pas là. Moi, j'estime qu'on était en guerre. Hein. Ces types-là, ils nous tiraient dessus, ils tuaient tous les types qui passaient. Alors merde, ça ne pouvait plus durer. Voilà, je n'ai pas un seul regret. On en fait assez chier, ces putains de Congolais, ouais. Et de Katangais, des Balouba. Hein. Le passé, c'est le passé. Faut pas essayer de touiller la merde, quoi. C'est pas logique. J'ai vu des choses qui sont dures. Et tu crois que je vais les sortir et puis parler non, c'est pas possible. Ça reste là, tu vois, ça ne va pas sortir. Alors, faut pas chercher. Ne pas chercher, mais chercher quoi?
ce qui animait ces fiers guerriers alors qu'ils massacraient des civils désarmés, et ce qui les pousse des années plus tard à balayer d'un revers de main les accusations de génocide portées contre certains d'entre eux. Ils étaient jeunes, exaltés, incontrôlables, mais ils défendaient aussi une cause, celle de l'Occident, face à la barbarie communiste, quitte à se comporter eux-mêmes en barbares. Est-ce que c'est obligé d'être extrême droite pour être mercenaire? Pour l'extrême droite, je crois que le plus prononcé, c'était moi. Jusqu'à la montée du Front National à partir de 83, il n'y a pas de débouché politique, pas de perspective pour l'extrême droite. Par conséquent, tous ces gens-là qui ne sont pas adaptés à la vie dans notre société, puisqu'ils récusent, la démocratie les révulse, sont prêts à se vendre au service du plus offrant pour l'aventure, la virilité, pour leur fascination de la violence, pour aussi donner libre cours à leurs pulsions, y compris racistes. Un mercenaire envoyé en Afrique, quand il est d'extrême droite, c'est du pain béni, il va casser du noir, très concrètement. Au niveau politique, vous en foutez de la politique? Totalement. Pourquoi? Parce que j'ai pas... Avant, oui, peut-être, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire de la politique? On verra là-bas. Il y a d'autres choses à faire que la politique. C'est pas un type qui vient de la gauche. Il a un anticommunisme profond, il a mouillé dans des choses qui sont liées de toute évidence à ce qu'il y a de plus dur à droite. Et il est clair que Bob Denard est très à l'aise avec cette mouvance politique. Bob Denard, il n'a jamais fait de la politique. Mais il a ses idées politiques. Il a son idéal, pas ses idées politiques. Il vous dira son idéal à l'époque. Donc c'était la lutte contre le communisme et puis la défense des intérêts de la France. Ça l'intéressait la politique ou... Sa politique. Ah. Sa politique. C'était quoi sa politique? Arriver à être quelque chose de grand. Après la Seconde Guerre du Katanga, Bob Denard n'est plus un chef de bande, mais une personnalité qui compte, décriée par certains, adulée par d'autres. Les chefs d'État africains et les services français font régulièrement appel à lui. Il conseille, organise, s'immisce dans les affaires. Comme un bon consultant, il enchaîne les contrats. Vous avez besoin d'une assistance? Bob Denard répond présent. Finalement, peu importe le contexte, il fonce tête baissée, droit devant. 1968, Bob Denard monte une opération pour livrer des armes au Biafra. 1970, il est au Gabon où il forme les troupes d'Omar Bongo. 1972, pour freiner l'ascension au pouvoir du colonel Kadhafi, il prépare une expédition en Libye. Dans la foulée, il passera 4 mois au cœur de la résistance kurde. « 1975, il monte sa première opération visant les Comores. Il y reviendra, c'est sûr. Son échec le plus cuisant, il le subit en 1977 au Bénin. Lâché par les services français, Denard et ses hommes sont pris dans une embuscade. Ils s'échappent de justesse de Cotonou. Dans les traces de Bob Denard, des victoires et des défaites, des victimes et des complots. Mais le passé, c'est le passé, on oublie et on ne regrette rien. Autodidacte du mercenariat, Bob Denard aime le pouvoir. Il gagne en confiance, maîtrise son image et compose avec elle. Là, il y a marqué « Enfant Robert Denard ». Où ça? Il y a marqué « Reconnu » à côté. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais enfin... Ouais, c'est les enfants que j'ai reconnus, ça veut dire que j'ai eu. Mais il y a un enfant que vous n'avez pas vu. Ouais, c'est le fameux Léonce. Il a 8 enfants, des mères différentes. Donc il y a les fils aînés. Mais c'est la vérité. Il y a les fils aînés qui est Philippe. J'ai pas dit que c'était pas la vérité. Et puis il y a eu Katia, dont ma fille. Et après il y a eu d'autres, mais avec des mères différentes. À chaque fois, il y avait un petit break. Alors, ben voilà quoi. Jusqu'à... Il y en a eu combien? Ah bon. J'ai pas compté tout le monde, j'ai dit, il y a eu plusieurs. Il y a 8 enfants, ben, je vais pas citer, c'est pas moi de les citer, ni leur mère. C'était des femmes.
il était très beau. C'est vrai. Ah, merci quand même. Mais c'est la vérité. Bah oui. Ouais. Si, il y a toutes les filles qui lui couraient après et tout. C'est pour ça que ma mère disait, mais tu ne seras pas heureuse avec lui. Parce que je dis, mais non, moi, c'est pas pareil que les autres. Quand on est jeune, on croit à l'amour. Voilà. 1978. Robert Denard a 50 ans et les traits de sa personnalité se durcissent. Ces hommes le surnomment déjà le vieux. Et la presse parle de sa vieille garde. Mais le colonel Denard est encore plein de ressources. Sa prochaine cible, un archipel qu'il connaît déjà, les Comores. 4 grandes îles, stratégiquement situées à l'entrée du canal du Mozambique. Colonie française jusqu'en 1975, 3 d'entre elles accèdent à l'indépendance par référendum. Seule l'île de Mayotte choisit de rester un département d'outre-mer. Un choix que conteste le président de la toute nouvelle République des Comores indépendantes, Ahmed Abdallah. Lors de sa première virée dans l'archipel, Bob Denard chasse le président Abdallah et le remplace par Ali Swahili, plus favorable à la France. Mais ce dernier impose un régime très dur qui gêne Paris. Ironie de l'histoire, lorsque Bob Denard retourne aux Comores, c'est pour défaire ce qu'il a fait 3 ans plus tôt. Il est 2 h du matin le 13 mai 1978. Sur le pont de l'Antinéa, un cargo de réforme, une 50aine d'hommes embarquent sur des Zodiacs et foncent à l'assaut des plages comoriennes. L'opération Atlantide a commencé. 2 heures plus tard, le président Ali Swahili est en prison. Ahmed Abdallah retrouve son siège. Il ne contestera plus jamais l'appartenance de Mayotte à la France. Bob Denard, lui, vient de trouver son Eldorado. Je me rappelle, Bob Denard est arrivé avec les treillis, des militaires, avec une Citroën décapotable. Il est pris comme étant le sauveur. C'était le seigneur. Il est revenu comme un seigneur, acclamé par la foule puisque la population n'en pouvait plus. Bob Denard, seigneur de guerre, est le premier surpris par cet engouement populaire. Sur les banderoles portées par la foule, il peut lire « Vive les coprésidents ». L'occasion est trop belle pour le mercenaire qui impose au président un contrat tacite. Abdallah présidera la toute nouvelle République islamique des Comores sous le contrôle de Denard. Un contrôle pudiquement rebaptisé « Protection rapprochée ». Et pour l'assurer, il constitue une garde présidentielle, la GP, qui n'obéira qu'à lui. La garde tenait quand même le pays. D'abord, elle disposait de à peu près 500 hommes disciplinés et bien équipés. En plus, elle disposait d'un encadrement qui était quand même, quoi qu'on en dise, de qualité et qui était bien organisé. Il y avait des officiers de renseignement, des officiers qui étaient comme dans toute unité, je dirais, traditionnelle, avec une mission précise et des moyens alloués à cette mission. Donc la garde présidentielle qui était entraînée par Bob Denard, à la tête duquel se trouvait Bob Denard et puis ses hommes, ont recruté sur place, aux Comores, des Comoriens. Mais enfin, il n'y avait pas une démonstration de force, il n'y avait pas les gars qui faisaient partie de la garde n'étaient pas des cow-boys, comme disait Denard, et puis il ne fallait surtout pas jouer le cow-boy, parce que là, c'est pas du tout le style de la maison, quoi. Et elle a fière allure, la GP de Bob Denard. Mieux, elle impose une certaine stabilité politique au pays, quitte à agir de façon musclée. Mais Denard se découvre de nouvelles ambitions. Économiquement, les Comores dépendent de l'aide extérieure. Denard les rêve autosuffisantes. Pour y parvenir, il faut développer l'agriculture. Il construit une ferme test de 600 hectares. Et pour pallier le manque d'eau, il transforme le cratère d'un volcan en impluvium. Et ça marche. Étape suivante, attirer les touristes et leurs devises. Le mercenaire se fait bâtisseur et les hôtels de luxe jaillissent de terre. Quand les Comores, à part la mer, et on ne s'y intéresse pas beaucoup, quand les Comores comme industrie, à part l'ilang, qui ne se vend plus, à part la vanille, qui, heureusement, les paysans ont fait une bonne année, à part les girofles, mais il faudrait en bouffer des girofles pour pouvoir faire vivre le peuple comorien. L'idée de Denard, c'est de faire venir un ingénieur agronome, essayer d'adapter le plus de légumes et éventuellement de fruits possibles aux Comores pour pouvoir développer l'agriculture aux Comores, aussi bien l'agriculture que l'élevage d'ailleurs.
Ils ont fait venir des bœufs d'Afrique du Sud, qu'ils ont croisés avec les ébus locaux pour essayer d'améliorer la race, pour essayer de trouver de la viande, parce qu'il n'y avait rien quoi, à cette époque aux Comores. À un moment, Bob Denard et ses amis ont voulu humaniser, ont fait une tentative d'humaniser leur présence aux Comores et tout, en disant que, écoutez, nous avons acheté des parcelles de terrain, nous les avons transformées en zone de plantation, etc. Vous voyez, nous avons créé des fermes, nous faisons travailler des Comoriens et tout. Bon, vous voyez que notre présence ici n'est pas forcément négative, contrairement à ce que soutiennent les médias ou bien ce que soutiennent les opposants comoriens. Il y a un des paysans qui avait volé des graines de tomates. Je me rappelle bien, à l'époque, c'était 3 kilos de graines de tomates, c'était énorme. Donc on avait arrêté ce gars qui travaillait à la ferme et on l'avait mis en cellule. Le matin, Denard est arrivé, quand on lui a expliqué ce qui s'était passé, il nous a traité de tous les noms d'oiseaux, et nous a demandé de le relâcher et de lui donner les graines. On n'a pas compris, il nous a expliqué le pourquoi. Il dit ça ne se mange pas, s'il les a volés, c'est pour les planter. Alors vous les lui laissez et vous le libérez et vous verrez qu'on trouvera des tomates partout aux Comores. Et ça a été le cas. Je pense qu'il est parvenu. Il est parvenu à faire croire aux gens que sa présence aux Comores, c'est pas seulement une présence militaire, mais c'est une présence humanitaire aussi. Présence militaire ou humanitaire, une chose est sûre, sur le plan diplomatique, Bob Denard est devenu incontournable. Les hommes d'État se succèdent aux Comores. Flatté de tant d'attention, le président Abdallah les accueille à bras ouverts. En 1986, c'est le premier ministre français de l'époque, Jacques Chirac, qui fait escale en ami. L'occasion de faire le point sur les relations franco-comoriennes. Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous dire, Monsieur le Président, combien j'ai été sensible à cet accueil si chaleureux, amical, que vous-même et le peuple comorien vous avez réservé, et combien je suis profondément touché. Je dis bien profondément touché par le signe d'amitié et d'affection que vous avez bien voulu me donner en me faisant grand croix de votre ordre national, le plus ancien du monde. Aux côtés du Premier ministre, un homme discret, Jacques Foccart, celui qui dans l'ombre accompagne la carrière de Bob Denard depuis le Katanga. Un Bob Denard qui a troqué le treillis contre le costume plus présentable d'ambassadeur itinérant pour le développement des Comores. Il tisse des liens de plus en plus solides avec l'Afrique du Sud, version apartheid. L'armée sud-africaine a financé la garde dès 1978. Donc d'abord, ça a été des aides directes en équipement, armement, véhicules, uniformes. Et puis ensuite, il y a eu un programme financier qui a été mis en place avec un budget annuel. Donc les fonds étaient versés via la section sud-africaine de l'UNESCO, sur des comptes au Luxembourg. Les fonds étaient fructifiés pendant quelques temps, puis ensuite étaient rapatriés vers les Comores, où là, ils servaient à payer les soldes et tout ce qu'il fallait pour faire vivre la garde. Pour l'Afrique du Sud de l'époque, frappée d'embargo par l'ONU pour cause d'apartheid, cette coopération n'est pas désintéressée. Au début des années 80, les Comoriens autorisent Pretoria à installer une station d'écoute sur Grande Comore pour surveiller l'entrée du canal de Mozambique. Bob Denard, le faussaire, fournit en outre de faux passeports comoriens aux hommes d'affaires sud-africains. Les précieux sésames leur permettent de contourner l'embargo. Une escale aux Comores et le monde leur appartient. L'une des anecdotes, à mon avis, la plus significative, c'est l'achat d'armes en Chine communiste par les Sud-Africains pour le compte de Savimbi et de l'UNITA en Angola. Les Sud-Africains ont utilisé leur passeport comorien pour aller acheter des armes. Ils sont passés par les Comores, ils ont transité ensuite par Hong Kong et puis sont allés acheter l'équipement de à peu près 5000 hommes. Oh, ça, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là. Mais pourquoi là sur ce passeport vous vous appelez Martin? Ben ça c'est pour tromper l'ennemi ça. Il y en a quelques-uns comme ça. Ça c'est un vrai passeport ou un vrai faux passeport? C'est un vrai faux passeport. Martin. C'est pas Denard là. Oui, ça c'est vieux.
Non, aux Comores, à un moment, il s'est senti intouchable. Et il s'est converti à l'islam. Il a épousé une Comorienne. Et bon, il était chez lui. Mais tout ça, c'est une conversion opportune, d'opportunisme, pour pouvoir justement maquiller tout ce qu'il faisait. Denard a développé ses affaires personnelles en créant la Sogecom, en faisant fructifier l'argent que les Sud-Africains versaient pour la garde, et puis en essayant d'utiliser cet argent pour ensuite aller prendre des contacts dans certains pays du monde, en particulier en Asie, pour essayer de créer des liens pour favoriser le développement économique des Comores. Son chiffre d'affaires de 78 en 1989 a été évalué, estimé à 800 millions de francs français à l'époque. Donc c'était une présence qui était fructueuse. Bob Denard n'est pas Mère Teresa. Est-ce que les Comoriens vous appréciaient? Je crois que oui. Je leur ai foutu quelques coups de pied dans le cul, bien sûr, mais c'était pour les... Dans les Comoriens, ils dorment bien, quoi. Doucement le matin, pas trop vite l'après-midi, quoi. Les gens ont très peur de lui, hein. Ont très peur de lui, puisque c'est la terreur, hein. La fidélité, il l'a eu avec ses hommes. Est-ce qu'il l'a eu, selon vous, avec les Comoriens? Ah oui, ah oui. Et il disait toujours, il faut montrer la force pour ne pas avoir à s'en servir. Ça a été sa devise. Il y a toujours ces deux facultés, c'est depuis l'Antiquité grecque d'ailleurs qu'on parle, deux façons, si vous voulez, de faire respecter la loi. Soit par la peur de la loi, ou bien par l'amour de la loi. Et aux Comores, en particulier, ils avaient besoin ils étaient au stade de la crainte de la loi, de la peur de la loi. Et donc il fallait agir par une force, si vous voulez, pour leur faire respecter les institutions. Et c'est pour cette raison que certains Comoriens ont mal, si vous voulez, digéré, surtout le fait qu'une personne qui ne soit pas comorienne vienne en fait les prendre en main. Montrer la force pour ne pas avoir à l'utiliser, un leitmotiv pour Bob Denard. Ici, les membres de la garde présidentielle en manœuvrent dans la campagne comorienne. Mais ses ambitions sont bien plus grandes. Il veut créer une agence internationale du mercénariat. Une base arrière aux Comores, idéalement située, doit agir rapidement à la demande de n'importe quel chef d'État. D'avion en avion, Bob Denard réactive ses réseaux pour s'ouvrir de nouveaux marchés. Mon objectif ne se fixe pas uniquement à Moroni, mais que votre présence à Moroni est pour moi un support effectif sur lequel je peux m'appuyer. Vous êtes compagnie à vos commandements. Repos. Depuis son île au trésor, Bob le corsaire organise les coups de main. Ainsi, en 1982, on le retrouve au Tchad, aux côtés d'Hissène Habré, face aux Libyens de Kadhafi. En 1989, la situation internationale change. Le mur de Berlin s'effondre, entraînant dans sa chute le bloc communiste. En Afrique du Sud, le régime de l'apartheid vit ses derniers jours. Pour Bob Denard, c'est son principal pourvoyeur de fonds qui disparaît. Sans soutien, sans argent, sans option de repli, Denard tente un coup de force contre le président Abdallah. Bob Denard ont préparé une forme de soulèvement des militaires ou bien des gendarmes pour faire un assaut à la présidence. Ils sont allés réveiller Abdallah pour lui dire écoutez, vous êtes menacé. Il faut absolument signer ce document pour nous autoriser à prendre possession et des forces armées comoriennes, la gendarmerie et puis le GP. Puisque si vous ne le faites pas, vous êtes menacé, ils veulent venir vous destituer. Et toi, Abdallah est monté dans sa chambre, dans son bureau avec son pyjama. Si vous voulez, la chambre, enfin le bureau du président Abdallah, il y avait des escaliers, j'étais en bas de l'escalier. Dans le bureau se trouve le président, un garde du corps, le commandant Marquez, qui est le commandant opérationnel de la garde présidentielle, le capitaine Siam et Bob Denard. Donc,
Le scénario est assez simple. Il faut qu'Abdallah signe l'ordre de désarmement des forces armées, ce qu'il fait. Moroni, le 27 novembre 1989, minuit 10. Ordre est donné à la garde présidentielle de désarmer les forces armées comoriennes. Les autorités civiles et militaires, en l'occurrence la gendarmerie, doivent leur apporter assistance à toute réquisition de leur part. Président Ahmed Abdallah. À ce moment-là, selon la version des 3 hommes, ce garde du corps fait son entrée, considère que le président est menacé et utilise sa Kalachnikov, enfin veut utiliser sa Kalachnikov. En tout cas, une rafale part et le président est tué sur le coup. Qu'est-ce que vous entendez dans cette pièce qui est à côté Rien. Bon, l'escalier, je ne pouvais rien entendre. De l'endroit où vous étiez? Voilà, moi, ça tirait de tous les côtés. On entendait tirer de tous les côtés. Moi, j'étais en bas, j'interdisais l'accès, ou je protégeais, si vous voulez, l'accès au palais, au bureau du président. Je crois sincèrement que ni Denard, ni Malacrino, ni le capitaine Siam n'avaient prémédité la mort du président. En tout cas, ce n'était pas dans leur intérêt de tuer l'homme qui tenait à ce que la GP survive. Et sans la volonté d'Abdallah, il n'y avait plus personne, en tout cas, pour légitimer la survie de la garde présidentielle. La France voulait se débarrasser des mercenaires, et l'Afrique du Sud, en tout cas, avait déjà coupé les ponts financiers. Qui a tué le président Abdallah? La justice française, saisie du dossier, ne tranchera jamais et relaxera Denard, faute de preuves. En attendant, Bob et sa garde sont asphyxiés par l'ampleur des événements. Le ciel comorien s'assombrit. La nouvelle du décès du président se répand sur l'archipel. Une centaine de jeunes Comoriens descendent dans les rues de Moroni et réclament le départ immédiat de Denard et de ses hommes. Les plus fidèles alliés de son réseau se dérobent, jusqu'aux Sud-Africains qui s'indignent. Pour le Quai d'Orsay, Denard est devenu gênant. La France doit intervenir. Ça a été un branle-bas de combat, on a vu des bateaux arriver, on a vu des hélicoptères, des avions qui survolaient l'île, soi-disant le GIGN. Disons qu'il y a eu une mise en scène, quoi. Hein. À mon avis, ça a été une mise en scène. Puis on est parti, quoi. On nous a demandé de partir. Je suppose que M. Denard a eu des garanties en ce qui concerne ses hommes. Et une fois qu'il a eu ces garanties, on a accepté de partir, et puis voilà. Et il demande quelle garantie à ce moment-là? Déjà qu'on ne soit pas embêtés en rentrant en France, parce qu'on était en majorité français. Je reconnais que je n'ai jamais été embêté en arrivant en France. Et puis je crois que c'est la première des garanties. Denard, en tout cas, a un beau geste, puisqu'il rassemble toute la GP et il y a un discours qu'il fait devant ses hommes. Il est en civil, cravaté, et il dit adieu à ses hommes. Bon. Ensuite, la garde et les mercenaires prennent le départ pour l'aéroport international d'Araya. Et là, un Hercule sud-africain embarque tous les mercenaires. Je me rappellerai toujours, des Comores, on est parti en décembre 89 sur l'Afrique du Sud. Les 3 ou 4 jours que nous avons passé à l'aéroport de Johannesburg, il était avec nous. Quand on a embarqué sur l'avion à Johannesburg pour entrer en Europe, il était auprès de la passerelle. Et il m'a dit, Joël, on se reverra. Et on s'est revus et on continue à se revoir. Si Robert Denard ne rentre pas au pays, c'est que pour le moment, personne à Paris ne souhaite le voir revenir. Il restera seul 3 ans en exil à Pretoria. Et son passé finira par le rattraper. En 1993, il sera arrêté au pied de la passerelle de l'avion qui le ramenait en France. Jugé pour son coup d'État manqué au Bénin en 1977, il sera condamné à 5 ans d'emprisonnement avec sursis. Reclus en banlieue parisienne, l'homme vieillit. La rumeur le dit rangé des affaires. Est-ce qu'un mercenaire, ça peut être à la retraite? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense qu'il a eu une vie bien remplie. Comme je vous disais tout à l'heure, il a été jusqu'au bout de ses convictions. Il aspire à quoi maintenant? Non, non. Un mercenaire ne peut pas être à la retraite. Et il fait partie, si vous voulez, donc de ces personnes qui sont très actifs et qui ne veulent jamais se sentir inactifs ou avec une idée d'être à la retraite et ne rien faire. Il connaît tout le monde, il peut savoir qui est fiable, qui n'est pas fiable. Il connaît aussi un certain nombre de chefs d'État africains qui lui font confiance, certainement. Bon, il est encore un personnage relativement incontournable. Si on me sollicitait, je dirais peut-être pas non, j'en sais rien.
Je réfléchirai avant. Parce que plus jeune, tu ne réfléchis pas, tu rentres dedans et puis tu continues. Alors, ou tu fais bien, ou tu fais une connerie, et puis tu l'assumes, ou tu récupères ce que tu as fait. Sur l'échiquier si complexe du monde, Robert Denard aura été un aventurier prêt à se lancer coûte que coûte dans toutes les batailles. Il était un pion aux mains de maîtres occultes, mais aussi un roi maître de son jeu. Il fut l'un des acteurs les plus sulfureux de la politique française en Afrique. Une politique qui n'hésita pas à soutenir des régimes insoutenables en hypothéquant l'avenir de tout un continent. Mais avec la chute de l'Union soviétique, la disparition des vieux dirigeants africains et la perte d'influence de la France sur la scène internationale, la donne a changé. En 1995, à 66 ans et contre toute logique, Bob Denard s'offre un baroud d'honneur. Il revient aux Comores avec une vingtaine de mercenaires sur le retour. Une aventure qui tourne court. Cette fois, Paris tape sur les doigts de son enfant terrible. Fin de partie pour le corsaire de la République. Au bout de 3 jours, il se rend à l'armée française. Il doit maintenant rendre des comptes à la justice, mais pourra-t-il le faire ? Pour son bien, pour le bon déroulement, si vous voulez, de la justice, j'étais obligé de déclarer sa situation de santé. Il s'agit donc de la maladie d'Alzheimer, dont il est atteint donc depuis quelques années, et ce qui altère donc ses facultés mentales et ce qui l'empêche de pouvoir avoir un discours avec un discernement devant le tribunal. Bob Denard ne semble plus aujourd'hui en mesure de répondre à la justice. Beaucoup pourraient bénéficier de cette situation. Son avocat, certains de ses compagnons de route, mais aussi tous ceux qui, dans les allées du pouvoir, l'ont laissé agir pendant près de 40 ans. Les hommes qui ont fait ça, qui ont donné les ordres à ces opérations mercenaires, sont toujours en place, ou sont toujours très proches. Alors évidemment, Mitterrand est mort, De Gaulle est mort, Jacques Foccart est mort. L'histoire continue à s'écrire, mais il faut un jour y mettre un terme. Vous savez, en démocratie, tout se sait, mais trop tard. Tout de suite,